Poursuivons avec d'autres prouesses dans la précision. Le tunnel descendant forme un angle de 26 degrés 2 dixièmes et cet angle est identique dans le couloir ascendant. Un rapporteur d'écolier n'affiche pas les 2 dixièmes. Mais le plus impressionnant reste à venir, avec le tunnel souterrain sud et le tunnel de service à 30 mètres sous terre. À vue d'œil, ce sont de vulgaires tunnels. La hauteur de l'entrée est de 79 cm, laquelle se termine 16 mètres plus loin avec un écart de 5 cm. Sa largeur est de 75 cm et finit à 76 cm, soit une différence de 1 cm. Un rectiligne quasi parfait. Comment fait-on pour construire ce tunnel avec une telle précision sous terre? Les Égyptiens sont allés encore plus loin dans leurs exploits. Le puits de service démarre près de la chambre souterraine, monte quasiment à la verticale sur 10 mètres pour continuer sur 26 mètres avec un angle de 45 degrés, avec des dimensions parfaites, 68 cm par 68 cm. Georges Goyon pense que le puits de service a été creusé par des voleurs, du bas vers le haut, peu après les funérailles. Ainsi, les voleurs auraient pris le temps de creuser un tunnel parfaitement rectiligne. Gilles Dormion pense au contraire que le tunnel a été construit par les bâtisseurs et qu'il a été creusé du haut vers le bas. Les encoches pour poser les pieds sont beaucoup trop petites pour que l'ouvrier puisse y rester longtemps suspendu dans le vide, sans corde, en creusant au-dessus de sa tête. Pour creuser ces 3 tunnels et la chambre souterraine, il faut résoudre 4 problèmes. Nous avons besoin de lumière, d'une solution pour faire des mesures précises, des outils durs pour creuser, des conditions de travail correctes et surtout, une solution pour évacuer le CO2. Le plus grand problème est en effet le CO2. Lorsqu'un ouvrier travaille, il expire du CO2. Ce CO2 va s'accumuler au fond. Au bout d'1 heure, il y a 15 cm. 2 heures plus tard, 30. C'est la mort assurée s'il ne sort pas immédiatement. Si ce CO2 n'est pas évacué, il reste là durant plusieurs semaines. Et la chimie explique que 40 grammes de CO2 sont fixés par 100 grammes de calcaire. 100 grammes de calcaire, c'est ça. Dans cette expérience, je souhaite montrer que le CO2, qui est l'atmosphère de ce ballon, est fixé par le calcaire, ça c'est la craie calcaire, j'en ai mis un peu de poudre ici, dans l'eau qui est là et que je vais agiter tout à l'heure. Ça c'est simplement un niveau qui permet de voir s'il y a de la consommation de CO2 dans l'air. Donc je mets le niveau à 0 et on y va. Je mets la craie et au moment où j'agite, on va regarder l'index ici. Eh bien, on voit que l'index montre qu'il y a du CO2 qui est fixé par le calcaire. Que le calcaire a la propriété de fixer le CO2 quand il est mouillé. Et ça, c'est une explication assez simple, parce que de l'eau, il y en a sur place, où on peut en apporter. Et ensuite, le calcaire qui a été excavé, il est remonté à la surface avec le CO2 qui a été fixé. Supposons qu'ils aient réglé, on ne sait pas comment, le problème de la lumière, de l'outil pour mesurer précisément, de l'outil dur pour creuser, qu'ils aient trouvé le moyen d'évacuer le CO2. Reste le problème qu'il est techniquement impossible de creuser vers le bas. Il faudrait un bras de 2 mètres pour atteindre le fond. Si on peut donner quelques théories sur la construction des pyramides et sur la manière dont les pierres ont été montées à 80 et 140 mètres, là, nous n'avons aucune explication. C'est le noir total et ce n'est pas fini.